Merci Hassan et merci à la présidente pour votre invitation. Effectivement, je vais essayer dans les 7 prochaines minutes d'aborder cette question des paradoxes de l'obésité et peut-être commencer par vous alerter sur quelque chose que vous viviez déjà. Non, l'obésité n'est plus une affaire de spécialistes puisqu'on estime que dans 5 ans, aux États-Unis, 50% des Américains seront obèses et malheureusement ces chiffres, on les retrouve dans l'ensemble des continents. En 2030, 30% des patients français seront obèses, ils étaient 20% en 2020. Donc on n'échappera pas à ce problème qui n'est plus un problème de spécialité mais qui est une véritable pandémie. Cette pandémie, elle est malheureusement grossie comme la maladie et elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Pourquoi? Parce qu'on a un réservoir, ce n'est pas l'oreillette gauche d'Erwan, il y a un autre réservoir, malheureusement celui des jeunes enfants. Et vous voyez de plus en plus en consultation des enfants obèses qui commencent déjà à développer un certain nombre de complications. On les voit parfois pour de l'hypertension artérielle ou un tableau d'insulino-résistance. Et malheureusement, donc, cette épidémie galopante, elle est nourrie par ces faits épidémiologiques, à savoir l'obésité non pas seulement chez les adultes jeunes, mais déjà chez les enfants. Les causes, vous les connaissez, sédentarité, temps passé devant les écrans, mais aussi mauvaises habitudes alimentaires. Deuxième paradoxe, l'obésité n'est pas juste un problème de poids, cela vous a été rappelé, mais en fait, derrière l'indice de masse corporelle se cache un grand nombre de phénotypes très différents et ils sont représentés ici. Vous voyez, pour un même indice de masse corporelle, vous pouvez être un athlète, vous pouvez être un obèse dit non sarcopénique et un obèse sarcopénique. Autrement dit, s'arrêter au risque uniquement établi sur l'indice de masse corporelle est une erreur. Il y a le quantitatif et il y a le qualitatif. Et il y a une relation très importante entre la nature de l'obésité, la distribution par exemple de la masse graisseuse, la viscérale est plus grave que la sous-cutanée, le caractère sarcopénique, la présence de symptômes qui dépassent la simple définition de l'obésité avec les chiffres. Et quelle que soit, bien sûr, cette obésité, elle est associée à un pronostic que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais finalement, prendre en charge l'obésité, ce n'est pas juste un problème de réduire l'indice de masse corporelle, c'est de réduire les complications qui sont associées à cette affection. Et vous le voyez, il y a quasiment une relation dose dépendante entre l'indice de masse corporelle, mais aussi une pondération de cet indice de masse corporelle avec tous les autres facteurs et le risque non seulement d'augmentation de la morbidité, mais aussi de la mortalité cardiovasculaire. Et puis, de façon plus générale, ça dépasse le cadre de la médecine cardio-métabolique, puisqu'on le sait, ces sujets font davantage de cancers, développent également davantage de maladies rénales chroniques. Et donc, une fois que vous avez établi le diagnostic d'obésité, vous intéressez à ce qui se cache derrière, la nature même de cette maladie, les comorbidités associées et le risque holistique qui dépasse le risque de mortalité cardiovasculaire. Pendant très longtemps, on a considéré que l'obésité, autre paradoxe, était juste un problème de stockage, une maladie du tissu adipeux. Et bien là aussi, cette idée a été battue en brèche, puisqu'il y a un grand nombre d'évidences physiopathologiques qui montrent que le tissu adipeux, c'est en fait un tissu actif. Il sécrète un grand nombre de cytokines qu'on appelle les adipokines, mais aussi des hormones comme l'angiotensine ou l'aldostérone, mais aussi des substances propres à la physiologie adipocytaire comme la leptine. Et en fait, ces médiateurs font le lit des complications cardiovasculaires, mais aussi rénales de l'obésité. Ici, par exemple, l'angiotensine va promouvoir la survenue d'une hypertension artérielle chez l'obèse. Là, les adipokines inflammatoires vont favoriser le développement des lésions athéroscléreuses. Donc vous avez ici, dans ce schéma un petit peu complexe, les 4 grands facteurs qui, associés à l'obésité, vont promouvoir les complications cardiovasculaires. Et vous voyez bien que ça dépasse le concept de simple stockage adipocytaire, que ce soit le terrain génétique, que ce soit les perturbations mécaniques, l'augmentation de la pression intra-abdominale appuie sur le cortex rénal et entraîne des troubles de la natriurèse ou de la pression artérielle, les modifications physiopathologiques plus intimes qui touchent un grand nombre, par exemple, de réflexes, et puis les altérations biochimiques qui font, vous le voyez ici, le lit des complications que vous connaissez. Probablement avec un lien ou un liant qui est celui de l'état pro-inflammatoire de cette maladie. Quand vous dosez le fibrinogène, quand vous dosez la CRP ultrasensible ou d'autres marqueurs plus fins, vous verrez qu'il y a toujours une forme d'inflammation de bas grade chez ces sujets obèses qui explique le développement vers l'insulinorésistance et vers les dysfonctions endothéliales.
L'obésité toujours grave, c'est aussi un des paradoxes et il y a plusieurs exemples qui illustrent cela. Par exemple, en haut à droite, le risque de faire des complications ou même de mourir dans les suites d'une intervention. Ici, l'angioplastie percutanée toute simple. Vous voyez qu'en fait, les sujets qui ont bénéficié d'une intervention, pour certains d'entre eux, sont protégés par cet excès de masse grasse. Je ne parle pas forcément des complications au poing d'abord, mais des complications plus générales. De même, cette même courbe en U chez les insuffisants cardiaques. En fait, vous voyez que chez les insuffisants cardiaques, lorsque vous êtes très maigre, votre pronostic est altéré. Lorsque vous êtes très gros, votre pronostic est altéré. Mais pour un indice de masse corporelle entre 40 et 25, autrement dit, on est en plein dans l'obésité, même non morbide, eh bien, vous êtes plutôt protégé. C'est un faux paradoxe, puisqu'en fait, on peut considérer que les sujets qui sont obèses ou en surcharge pondérale n'ont pas une maladie qui est très avancée. L'insuffisance cardiaque cachectique est souvent un insuffisant cardiaque en bout de route et donc on a l'impression qu'il y a une sorte de protection liée au poids. Mais il y a aussi des mécanismes intimes très intéressants. Par exemple, je vous l'ai dit, l'augmentation de la masse graisseuse constitue une réservoir énergétique qui peut pallier à la consommation accrue au cours de l'insuffisance cardiaque. Il y a des facteurs sécrétés par l'adipocyte qui n'est pas qu'un simple tissu de stockage qui vont protéger le muscle. Et puis, il y a aussi un certain nombre de paramètres de protection musculaire qui peuvent expliquer pourquoi, chez l'insuffisant cardiaque, l'obésité peut être protectrice. Enfin, pour terminer, et cela a été rappelé par notre collègue Ahmed Benis, il y a des moyens de lutter contre l'obésité. Je ne parle pas des moyens de lutter contre l'excès de poids, mais véritablement des moyens pour réduire les complications cardiovasculaires liées à l'obésité. Je vous montre cette diapositive pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Un bon médicament dans l'obésité, ce n'est pas un médicament qui fait perdre du poids, c'est un médicament qui réduit les complications. Et l'histoire du développement est pleine d'erreurs ou d'échecs. Antagoniste au cannabinoïde, le rimonabant faisait perdre le poids et augmenter la mortalité totale par excès de suicide. Les dérivés amphétaminiques réduisaient le poids et augmentaient le risque de complications cardiovasculaires. Donc, quand vous devez évaluer un médicament pour l'obésité, ne tombez pas dans le piège de l'efficacité sur le poids, demandez et exigez des effets sur la réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Merci pour votre attention.